Professeur Abdallah Badou, donc à rejoindre ce deuxième panel, donc professeur Ibrahimi. On peut appeler Choukri parce que Choukri, donc, il a fait un long voyage de hier. Donc, surtout avec son sac, je ne sais pas ce qu'il a dans ce sac. Il le ramène avec lui. Il le ramène tout le temps avec ce sac. Voilà, donc je vous laisse la parole, professeur. Merci, merci. Donc, les amis, donc on va continuer ce panel. Et donc le panel qu'on a repris ici, c'est en fin de compte pour reprendre ces avancées qui ont permis la médecine personnalisée. Il y a plusieurs avancées qui ont été faites. Mais il y a une continuité à tout ça, c'est en fin de compte. Et on va commencer avec, avant de revenir au dépistage, c'est le traitement. Et donc il y a le côté immuno. Et donc c'est pour cela, à ma droite, il y a Serna, donc je lui donne la parole, pour parler un petit peu de ces avancées, parce qu'elles sont toujours reliées à la thérapie dont on a parlé dans le premier panel. À toi la parole, cher ami. Merci, cher ami. Franchement, je suis très ravi d'être ici parmi vous pour débattre de ce sujet extrêmement important. Et merci à toi une fois encore. À chaque fois, tu me surprends avec tes idées. Franchement, c'est une thématique extrêmement importante. Ok. Ce que je vais essayer de faire, c'est de partager avec vous ce qu'on fait au laboratoire très très rapidement, parce qu'à travers ça, on pourra comprendre assez rapidement l'intérêt et l'importance de l'immunothérapie. Vous vous rappelez très bien, en 2018, on était tous très contents parce que James Allison, un Américain, et Honjo, un Japonais, ont découvert ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et on était très contents. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, comme le cancer est constitué de cellules cancéreuses, donc des cellules étrangères qui ont été modifiées, on va essayer d'aider le système immunitaire, tout simplement, qui est très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait en général, les cellules du système immunitaire? Ils inhibent les cellules cancéreuses, ils inhibent les cellules du système immunitaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève cette inhibition sur les cellules immunitaires pour aider les cellules immunitaires à tuer à nouveau ces cellules cancéreuses. Très bien, ça marche, super. Tout le monde était content. Seulement, ça ne marche que c'est 25% à 30% des patients. Et on ne comprenait pas pourquoi. En fait, la voie qu'on inhibait et qui consistait en cette interaction entre la cellule tumorale et la cellule immunitaire, pour le moment, on n'a que deux voies qu'on s'est bloquées. C'est la voie CTLA4, d'une part, et la voie PD1, PDL1. Et à chaque fois qu'on inhibe l'une de ces deux voies, on lève l'inhibition et on permet aux cellules du système immunitaire d'attaquer la tumeur. Et en fait, ce qu'on a découvert par la suite, c'est qu'il n'y a pas une seule pathologie. Ce patient, probablement, inhibe les cellules immunitaires via la voie PD1, PDL1, cet autre patient via la voie CTLA4, et on a commencé à découvrir d'autres voies. Et c'est ça ce qu'on fait au laboratoire, on est en train de découvrir plusieurs voies qui, comme ce que la voie PD1, PDL1 fait, il y a d'autres voies qui peuvent faire la même chose. Autrement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de se dire, tiens, au lieu de automatiquement traiter un patient avec un anticorps anti-PD1, PDL1, pour que peut-être il va marcher, peut-être qu'il ne va pas marcher, pour un coût qui est autour de 300 000 €. Donc finalement, on doit mieux connaître ce patient, on doit mieux diagnostiquer ce patient pour comprendre quel type de traitement on doit lui donner. Et c'est ça finalement la médecine personnalisée. Si l'on comprend mieux ce patient, parce que finalement il ne s'agit pas d'une seule maladie, il s'agit de plusieurs pathologies au sein d'une seule maladie. Comme on le sait aujourd'hui, par exemple, pour le cancer du sein, il y a 4 sous-types moléculaires. Mais donc, finalement, on parle de quoi? On en a déjà parlé, on parle de données. Collecter les données en matière de génomique, en matière de transcriptomique, en matière d'épigénomique, et les organiser, c'est extrêmement important. Collecter les données, mais surtout les organiser, les mettre à disposition d'une large population de scientifiques. Je pense que c'est comme ça qu'on peut optimiser notre manière, bien sûr là je parle recherche,
mais également notre manière de mieux pouvoir traiter le patient. Finalement, c'est juste mieux comprendre et mieux diagnostiquer la maladie pour mieux pouvoir traiter le patient. Merci, Cesti. Merci beaucoup, Sandra, et donc pour ce rappel de l'immunothérapie, parce que ça a suscité beaucoup d'espoir à l'immunothérapie. Je pense peut-être qu'il faudra peaufiner. Aussi, c'est très très important pour le diagnostic. C'est facile quand vous avez une maladie monogénique, mais quand vous parlez d'un syndrome, même l'histoire d'un biomarqueur, ça devient très subtil en fin de compte. Et je pense, à l'immunologie, j'ai un autre immunologiste juste à côté, je suis bien entouré là. C'est Bekri qui revient de Chicago, peut-être qu'il y avait beaucoup de nouveautés à Chicago, et on va nous parler. Merci, Charles. Merci beaucoup, Seth Ebrahimi, pour cette invitation, pour cette initiative. Justement, je remercie tout le panel, le premier panel, le deuxième panel, et l'assistance pour l'intérêt. Oui, tu m'as tendu la perche par rapport à Chicago. Chicago, j'étais à l'ASCO. Bon, les médecins, les oncologues sont vraiment très au courant de ce qui se passe à l'ASCO et à l'ESMO, donc c'est une compagnie. Et justement, l'immunothérapie, c'est vraiment très en vogue en ce moment. Pourquoi? Justement, le professeur Vadou, il a parlé de nouvelles voies, de nouvelles thérapeutiques. On est passé chez le patient cancéreux de la chimiothérapie classique, ça ne marche pas dans tous les cas. Après, la thérapeutique ciblée, après on est passé aujourd'hui avec l'avancée des connaissances en immuno sur l'immunothérapie. Et ça a commencé avec anti-PD1, anti-CTL. Aujourd'hui, on a regardé ce qui s'est présenté, c'est qu'on est passé de 2017 à 2020 de 300 cibles en immunothérapie à 500 cibles en immunothérapie. Donc 90% sont encore dans le pipeline de la recherche préclinique. Encore une partie qui est dans les phases 1, phase 2, phase 3 dans la recherche clinique. Et ce n'est que très peu qui aboutissent finalement à la validation chez les patients. En tout cas, le train arrive. Aujourd'hui, PD1, PDL1, je crois que c'est cette année ou l'année prochaine, ça va tomber dans le domaine public et tout le monde va se mettre à faire ça. Et donc l'industrie pharmaceutique, elle est très en avance. Les essais cliniques qui se font aujourd'hui, c'est avec les CAR T-cells, c'est avec les anticorps bispécifiques, trispécifiques des fois, avec les BiTE, c'est-à-dire les T-engages, avec la vaccination, avec tout ça. Et tout ça, pourquoi je le dis? Parce que la médecine personnalisée aujourd'hui va s'imposer de manière très importante. Parce que par rapport à tout ce qui est gène, génomique, protéomique et tout ce qui est omique, il y a l'immunoprint aujourd'hui. Il y a l'immunomique qui s'impose. Si la chimiothérapie, et pourquoi on parle du cancer aujourd'hui? Le cancer, c'est une très belle niche en fait, sur laquelle on peut instaurer, en tout cas à l'échelle du Maroc, la médecine personnalisée. Tout simplement parce que déjà les médecins font de la médecine personnalisée, tout le monde l'a répété. En tout cas, dans le quotidien, ils le font. Ils font, dans beaucoup d'autres services ou d'autres maladies, ils le font, mais les oncologues, ils font des RCP, ils font des réunions de concertation polydisciplinaire pour prendre la décision par rapport à un malade. Maintenant, ce qui manque à cette décision, c'est l'aspect anatomopathologique, biopathologique, qui a souligné le professeur Araki tout à l'heure, mais également les biologistes qui sont impliqués dans ce type de travaux. Et donc, ce qui fait, la technologie aujourd'hui, elle va vraiment très très rapidement. J'espère qu'on ne restera pas seulement des consommateurs de cette technologie, qu'on aboutira justement à l'échelle du Maroc à développer des choses qu'on pourrait éventuellement installer, vu que sur le plan formation, il va falloir un petit peu upgrader. À l'échelle des établissements, que ce soit les établissements de sciences et des établissements de médecine, il faut
accompagné par la bonne formation, et la bonne formation dans ces biotechnologies très très poussées. Donc je crois que il n'y a pas seulement le médecin, il y a aussi la formation des biologistes, il y a également la formation des attachés de recherche clinique qui sont très très importants. Donc je pense que cette médecine personnalisée devrait en fait démarrer par cette niche de cancérologie pour pouvoir un petit peu facilement s'étendre à d'autres pathologies. Voilà. Merci beaucoup, Sibekri. Mais là, je pense que c'est très très important ce que vous faites, vous avez souligné, parce qu'il faudra déjà faire du veille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont très très rapidement. Le pire qui puisse arriver, c'est un traitement qui a été arrêté quelque part, parce que ça ne sert plus à rien. Là, on est en train de continuer. Donc, le veille, c'est très très important à le faire, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des personnes et d'aller chercher les compétences et chercher les bonnes ressources et les faire venir au Maroc pour discuter, pour expliquer. Les RCP, vous avez parlé, tout le monde en parle, c'est multidisciplinaire. Les gens qui pensent qu'ils peuvent guérir un cancer, peut-être sur une juste des personnes toutes seules ne pourront pas le faire. Et ça ramène l'histoire des ressources humaines. Et la question qui se pose, est-ce qu'on a assez de ressources humaines pour faire cette médecine personnalisée? Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et bien sûr, ça va faire revenir le terme formation, c'est quelque chose d'important. Donc, merci infiniment. Et donc là, quand on fait un petit peu les pathologies, tout ça, on revient au diagnostic. On va aller au diagnostic. Et donc, on donne la parole à Mohamed Mzebri, que je rencontre souvent dans cette thèse, qui fait de très belles thèses sur le diagnostic. Et je pense, après, il y aura beaucoup génétique qui va revenir aussi. Je te donne la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher ami, professeur Ibrahimi. Et je tiens d'abord à féliciter le Centre Mohamed VI de recherche et d'innovation de cette initiative, et en particulier le professeur Ibrahimi pour avoir associé à ce panel, pour l'intérêt qu'on porte à cette médecine de précision et pour c'est un sujet d'actualité qui intéresse plus de personnes à ce niveau. C'est une initiative, elle rejoint la volonté exprimée par beaucoup de partenaires nationaux et acteurs dans le domaine scientifique et médical, et pour essayer d'implémenter la médecine de précision au Maroc, et aussi consolider donc, les efforts de tous ces acteurs pour avoir une médecine de précision efficace et efficiente pour l'intérêt du patient. La médecine de précision, ça a été soulevé, ça ne date pas d'hier, le nom a été ajouté récemment, mais on l'a pratiqué depuis un moment. Mais avec l'arrivée récente des nouvelles technologies, parce qu'il faut dire que durant ces dernières décennies, il y a quand même une évolution de la génomique et la génétique humaine qui a connu comme une évolution très rapide, aussi bien sur le plan conceptuel que sur le plan méthodologique. Et il a eu différentes approches, mais également il repose sur des technologies nouvelles et des approches innovantes. Et de ces approches est née donc cette médecine de précision telle qu'on la conçoit aujourd'hui avec, disons, la recherche de mutations géniques et les nouvelles technologies dont on a parlé tout à l'heure avec le LGS et ainsi de suite. Il faut dire aussi que la médecine de précision, elle profite, au Maroc, comme c'est le cas dans d'autres pays, d'un contexte quand même qui est prometteur. Le terrain, il est quand même favorable pour implémenter la nouvelle médecine de précision, la médecine de précision nouvelle génération. Nous avons les ressources nécessaires, nous avons les compétences nécessaires. Et aussi, je pense qu'avec ce changement de génération au niveau national, la nouvelle génération des responsables des médecins, c'est une génération qui a ouvert les yeux sur les nouvelles technologies. Et donc, elle est un peu imprégnée par ces nouvelles technologies, et donc elle s'y prête facilement, et le changement sera beaucoup plus simple. Elle profite aussi du parc technologique qui existe au niveau national. Moi, je pense que nous avons un parc technologique, d'après les récentes estimations, on est à peu près une cinquantaine de LGS au niveau du Maroc, dont 40 sont opérationnels.
Alors, je crois on doit être parmi les premiers à faire, on a beaucoup d'appareils pour le nombre d'échantillons qu'on analyse. Je veux dire, c'est le nombre il est surestimé par rapport à ce qu'on en fait réellement. Donc, il y a un effort à faire dans ce sens pour essayer de fédérer ces plateaux, essayer au moins d'avoir un plateau régional associé au CHU, associé au centre d'oncologie, et justement qui va un peu rassembler toutes les analyses et faire ces analyses, ça va diminuer les coûts. On reviendra à cette notion de coût. Et aussi, il y a un changement de dogme au niveau national, même à l'échelle internationale. Ça a été dit tout à l'heure d'une autre manière, mais on ne traite plus le cancer, on traite la tumeur. Pour la traiter, il faut la caractériser, il faut la connaître, il faut l'investiguer. Et pour cela, nous avons besoin de ces biomarqueurs dont on parle, qui sont des molécules mesurables, c'est des éléments mesurables qui permettent de renseigner sur la nature, sur la prédisposition de la tumeur à répondre à un tel ou tel traitement. Il y a aussi un terrain favorable qui est la présence de traitements disponibles qui répondent à cette médecine de précision et qui va faciliter son implémentation. C'est pour cette raison qu'on a besoin, le pays a besoin d'une locomotive qui va drainer ses efforts, qui va fédérer ses compétences, fédérer tous ces gens-là. Et c'est pour ça que l'initiative est plus louable. L'initiative du centre 26 pour faire cette locomotive, pour essayer d'apporter cette valeur ajoutée à une mise en place d'une médecine personnalisée, efficace et efficiente. L'implémentation, et là aussi, il y a aussi des attentes pour qu'il y ait une implémentation efficace de la médecine de précision. Je commencerai par fédérer les moyens, mais aussi la formation, ça a été dit par les collègues, la formation de base auprès des médecins. On en parlait, c'est la formation de médecine, de génomique médicale. C'est important. La formation continue, mais il y a aussi la formation des techniciens de laboratoire pour toutes ces technologies nouvelles. Il n'y a pas que la formation, il faut aussi penser toujours à la formation continue de ces techniciens. La technologie change et la formation doit suivre. On a besoin aussi et tout ça doit aller en parallèle avec la mise en place de l'implémentation. Le technicien de maintenance de ces appareils, parce que on a toujours, dès qu'il y a un appareil qui ne tombe pas, il faut attendre que l'ingénieur vienne de l'étranger et ça va faire retarder, disons, la mise en marche de... Alors, je vais me contenter de dire le mot, la bioinformatique derrière, et je laisserai le professeur Snabo en parler. Alors, je pense qu'en parallèle de tout ce chantier de mise en place et d'implémentation de la médecine de précision, il y a des plaidoyers à faire. Tout à l'heure, M. Brahimi a parlé de lobbyisme. Bon, je commencerai par juste faire des plaidoyers. Des plaidoyers au niveau, d'abord des pouvoirs publics, pour intégrer. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été dit, la médecine de précision, une nouvelle génération, il est disponible au Maroc. Il existe, mais il est sporadique. Il est limité à certaines personnes, à certaines volontés de certaines institutions. Donc, pour la généraliser, ça passera par convaincre les décideurs publics pour l'implémenter. Il y a aussi des plaidoyers à travers les institutions publiques de ces caisses de prévoyance et ainsi de suite. Et des assurances pour la prise en charge. Moi, je pense que quand on parle coût parce qu'à l'heure actuelle, tout revient cher. L'analyse est chère parce qu'on achète les réactions chères parce que le coût du médicament est cher. Mais demain, avec la mise en place, tout sera revu à la baisse. Et l'implémentation va permettre de réduire drastiquement les coûts et des analyses, mais également du traitement. Alors, avec ces nouvelles technologies, parfois on occulte un peu l'aspect éthique.
qu'il faudra toujours garder par l'esprit l'aspect éthique pour que cette médecine de précision soit profitable à tous les patients et qu'il n'y ait pas de ségrégation de personnes. Et il faudra aussi penser à l'aspect légal, parce qu'on va générer beaucoup de data. Ça a été dit tout à l'heure, générer beaucoup de data, c'est une gestion à part, et c'est des data, ça coûte de l'argent, ça peut être utilisé. C'est là. Bon, pour ça, il faut penser à la protection de ces data, la protection des données personnelles des patients, et ça va de la souveraineté nationale. La recherche médicale n'a évolué qu'après qu'après on n'a pas les destructions, mais en tout cas quand le cloisonnement entre médecins et biologistes a été banni, a été retiré. Et depuis ce jour-là, la recherche médicale, biomédicale a évolué d'une manière extraordinaire. Donc il faut encourager davantage cette coopération scientifique médecin, et c'est la clé de voûte pour la réussite du programme de médecine personnalisée. Pourquoi? Parce que on a toujours besoin d'une recherche translationnelle. On a toujours besoin d'une recherche qui va alimenter, qui va essayer de voir, d'étudier les biomarqueurs, de voir l'importance de ces biomarqueurs dans le contexte national. Je ne sais pas qui a tout à l'heure, la santé, elle a un prix, il y a un coût, mais elle n'a pas de prix. Et c'est justement sur ça qu'il faut que je vais finir mon intervention. C'est juste pour dire que nous sommes tous réunis aujourd'hui parce qu'on a tous un but ultime, c'est de voir que le patient est le centre des intérêts, de tout le monde, et qu'il faudra fédérer toutes les compétences, fédérer tous les moyens pour qu'on puisse donner aux patients le traitement adéquat, au moment adéquat, pour qu'ils puissent se débarrasser de cette maladie. Et merci. Merci beaucoup, Si Mohamed. Donc, en fait de compte, le plus important, mais l'état d'existence, en fait, et au Maroc, il y a 7 séquenceurs, c'est ça que je comprends. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a beaucoup de séquenceurs pour faire le génome humain, mais pour le reste, je pense qu'on peut le faire, les virus et tout ça, on peut le faire. Mais la question qui se pose est peut-être dans cet lobbyisme, est-ce que le plus important c'est de séquencer ou d'analyser? Je pense là, c'est très très important. Et ça, il faudra revenir à ça. Pour le côté, je suis tout à fait d'accord, pour le côté éthique, c'est très très important. Je pense qu'il y a des comités d'éthique qui doivent être là. Et en fin de compte, vous avez soulevé le côté l'équité régionale et tout ça. Tout le monde doit avoir accès à cette médecine personnalisée. Là, je pense que pour la protection des données, on avait vu beaucoup de réunions au niveau du CNDP. Et le CNDP, plus ou moins, il y a un projet pour préserver les data génomiques. Donc, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est pour cela qu'on avait besoin de sensibiliser, je dis lobbyisme avec le terme anglophone, parce que le plus dur pour les chercheurs et pour les médecins, qu'il y ait une loi qui sort et qui met plus de restrictions et qui met plus d'années de prison, plus d'amende pour analyser ces data. Et ça sera du gâchis, on perdra beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on doit faire du lobbyisme, pour dire le côté recherche et médicale doit prendre son importance, pas au profit des chercheurs ni des médecins, mais au profit du patient. Et ça, c'est très très important à le faire. Bien sûr aussi, il faudra qu'on soit très très clair, est-ce qu'on peut faire de la médecine personnalisée sans recherche translationnelle? Ça, je pense que tout le monde est d'accord, une recherche translationnelle est quelque chose de très très important. Les gens qui partent aux États-Unis, chaque hôpital y a à côté un bâtiment de recherche translationnelle. Ça devient vraiment la norme et tout le monde là. Comme ça, le médecin peut aller rapidement, même à travers un escalateur, mais juste le même plateau, des ponts et tout ça, entre le chevet du patient et le laboratoire, il n'y a pas beaucoup de métrage à faire. Voilà. Merci Si Mohamed. Et donc, on va continuer sur la même lancée. Donc, Saadullah, il est là. Il va conseiller, je pense qu'il va parler de l'oncogénétique. À toi la parole, cher ami. Merci, professeur Ibrahimi. Merci pour cette invitation. Mes remerciements vont aussi à la direction de Mouassasat Mohamed Sadis, l'Issaha, l'Ulum Saha.
en l'occurrence son fils, notre directeur général, Seb Liamani, et la direction qui suit le staff, qui complète cette série et autres personnes. Donc, je remercie vivement cette Ibrahim parce qu'il a parlé du post-Covid. Lors de ses interventions, il a parlé du post-Covid. On est toujours en plein Covid, mais quand même de post-Covid. La direction de la SEHA, quand même, nous a donné espoir via cette table ronde, via cette rencontre, pour en parler un peu de la médecine personnalisée et de l'oncogénétique. Vous savez très bien, hier, je ne sais pas si vous avez entendu hier l'intervention de M. Amoy. Il a cité toutes les disciplines pour toutes les pathologies communes. Il a cité l'épigénétique, il a cité la génétique, il a cité l'oncogénétique pour toutes les maladies multifactorielles. Il n'a pas dit le cancer, ou les maladies cardiovasculaires, ou les maladies ou autres pathologies communes. Donc, il a parlé de toutes les médecines, ainsi des disciplines qui sont. Et parmi ces disciplines, il a parlé de la thérapie ciblée via l'avancée des technologies. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'approche gène sans S candidat. On n'est plus dans l'approche de gène sans S candidat. On est dans l'approche de gène avec S, candidat avec S. Pourquoi? Parce que le cancer, ce n'est pas une maladie monogénique. C'est une maladie polygénique. Par exemple, un patient qui se présente avec un cancer du poumon, et si on le traite pour une mutation ALK, alors qu'il a une mutation résistante au niveau de GFR, au niveau d'exemple 20, qu'est-ce qu'on va lui donner? Personnellement, je dis pas qu'il soit palliatif, parce que c'est une mutation résistante. Donc on n'est plus dans l'ère du gène candidat, mais on est dans l'approche gène avec S candidat. Et pour travailler, pour bien sûr explorer, pour exploiter ces gènes, on a besoin des avancées technologiques, donc on a besoin du NGS. Est-ce que le NGS est satisfaisant? Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je travaille avec Illumina, c'est le Whole Genome. Mais si vous génotypez tout le génome avec, derrière ça, vous avez les résultats des BUS, des CNV, ou des mutations pathogéniques, like les pathologiques bénignes, like les bénignes. Tout ça, ça peut être discuté en RCP, comme on dit. L'RCP, c'est quoi? C'est une réunion sur une table multidisciplinaire où il y a des médecins généticiens spécialisés au cancer. Je ne vois pas dans notre pays. Il y a des oncogénéticiens que je ne vois pas dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des masters de doctorants des docteurs qui ont un diplôme national en biologie moléculaire oncogénétique. Est-ce qu'ils sont capables de discuter en plein table réunion avec des médecins, de discuter la thérapie ciblée qui suit? Donc, ce que je demande souvent aux décideurs, c'est d'aller dans la formation continue, c'est d'aller dans la formation continue, de mutualiser les plateformes et bien sûr de travailler sur les pipelines adéquats au traitement. Il y a des gens qui viennent me dire, monsieur, je travaille avec le pipeline in silico. Est-ce que les in silico, c'est évident? Ce n'est pas évident, on ne peut pas traiter un patient avec les silico. On peut lui dire, par écoutez, monsieur, vous pouvez être cancéreux dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, si vous êtes, par exemple, si vous êtes issu des familles, ou d'un clan familial, d'un cluster familial, si vous avez des histoires héréditaires, donc on peut dire ici, mais les pipelines qui existent aujourd'hui, ce n'est pas le ClinVar, ce n'est pas le ClinVar, c'est la SMG, alors que personnellement, je travaille avec le pipeline ACMG. C'est les anatomopatologistes américains, qui ont monté un pipeline pour dire cette mutation, une mutation pathologique ou likely pathologique, VUS ou non VUS. Et dans le rapport, tout à l'heure, je voulais poser la question au médecin. Si on a un patient qui se présente avec une VUS, par ClinVar, on peut dire, au ClinGen, au DPSFP, on peut dire que c'est une likely benign, une VUS. Mais en ACSG, on dit que c'est une variante pathologique, classe 5. Donc il faut suivre cette évolution en pipeline. Donc il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur le ClinVar ou ClinGen, mais il faut voir l'autre pipeline, c'est celui de la CMG. Donc il faut suivre. Donc, pour cela, donc, il faut toujours avoir une formation continue, il faut avoir des médecins généticiens, il faut avoir des oncogénéticiens, et surtout, il faut discuter les résultats d'un patient
en RCP qu'on a dit. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. Mais pour tout ce qui est pipeline, donc je laisse le soin à Oustaz Ababou qui va parler d'un peu de l'informatique. C'est pareil. Alors, on va échanger avec les collègues. Donc c'est un lapsus révélateur qui veut dire que Madame Ababou devait être de ce côté peut-être. Et donc là, je reprends un petit peu ce qu'a dit Saadla, et c'est vrai, en fin de compte. Là, d'accord. donc اسماء الله الحسنى كلها مزيانه ما عبد وحمد كل شيء مزيان. Donc mais je veux revenir à une question très très importante qu'on va discuter par la suite, et surtout qu'on a commencé à parler de variants et biomarqueurs. Est-ce qu'un biomarqueur qui a été établi pour une population caucasienne est le bon pour une population marocaine? Là je parle parce que je veux lancer le débat, ça c'est très très important à savoir. Aussi, peut-être il faut avoir une recommandation pour implanter des RCP qui reprennent un petit peu ce qui se fait ailleurs. Mais peut-être c'est quelque chose que l'initiative peut faire. Le deuxième point, et vous l'avez très très bien dit, peut-être aussi le update des classifications moléculaires, parce qu'on peut avoir plusieurs classifications, et peut-être il faudra chaque fois, moi je suis un petit peu le neuroplaston, parce que là ça va être rapidement 2016, 2020 et tout ça, et ça va changer. L'information reviendra toujours comme un mot clé, et peut-être on aura besoin de formation ici, parce que le plus demandé comme métier sera data analyst. Il n'y a pas assez de data analyst pour une raison très très simple, parce que tout le monde puise dans ce réservoir et ce livre. Tout le monde est en train de puiser. Il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que les économistes. La plupart du temps, on pense qu'on pourra donner de l'argent à un data analyst. Il aura beaucoup d'argent, peut-être beaucoup de cocaïne aussi à New York, dans Wall Street. Parce qu'eux, ils ne dorment pas vraiment. Donc là, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, puiser dans ce vivier, il faudra former le maximum de personnes. Et je donne un exemple, une anecdote. Moi, je ne laisse plus partir mes étudiants parce que chaque fois qu'ils partent, ils ne reviennent pas. Soit ils sont mariés, soit je ne pense pas qu'ils sont... C'est les Français qui font des mariages blancs pour garder nos filles à l'étranger. Voilà, je suis en train de penser comme ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, et je laisse la parole à mon ami Leïla pour parler un petit peu. Je ne me suis pas trompé de nom, c'est déjà pas mal. Donc, Leïla, pour parler un petit peu du rôle de l'informatique, de la bioinformatique, je pense que c'est très très important et c'est quelque chose qu'il faudra qu'on se consacre. À toi la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher ami. Et donc, je suis ravie d'être là dans ce panel pour discuter de quelque chose qui nous intéresse tous, la médecine personnalisée. Donc, l'initiative du centre 26 qui était temps de lancer cette initiative, aussi ce débat. Donc, je suis là en tant qu'universitaire qui s'intéresse essentiellement aux nouvelles technologies, la génomique et la bioinformatique. Je coordonne dans ce sens un master. Et donc l'idée, elle est venue il y a quelques années en discutant justement avec Seyed Ibrahimi, qui nous a toujours accompagnés dans ce sens. Donc depuis l'avant CM6 dans le Medbiotech et ça continue. Donc la formation qui est une clé essentielle pour toute notre médecine et notamment pour tout ce qui est métier personnalisé. Et donc là, donc en fait, si on voit un peu ce qui se passe dans le monde, je crois que c'est bien de voir un peu les exemples pour se trouver des exemples, des success stories à suivre, pour ne pas rater le coup, pour partir de l'acquis et ne pas partir un peu des exemples qui vont peut-être échouer, parce qu'on est obligé aujourd'hui d'être de soulever le défi, d'être dans ce challenge et de monter dans ce train qui est en cours de ce changement. Donc, et là, si on voit les exemples, on a les exemples aux États-Unis, en Europe et en Asie, et on est proche un peu du système asiatique, je vais en parler vers la fin.
Donc si on peut résumer ce qui se passe, ces modèles, ils ont tous la clé ou le maillon le plus important, c'est la R&D, qui est basée essentiellement sur la formation. La R&D, donc c'est pas par hasard que le Centre Humanistique de la Recherche et de l'Innovation qui accueille cette semaine, donc qui tourne autour de ça. Et donc c'est la R&D qui est basée pour le développement d'une médecine personnalisée. Elle suscite le développement d'une médecine translationnelle, donc de l'innovation technologique et le développement de biomarqueurs, pas seulement dans le cancer, parce que je rentre depuis tout à l'heure, même quand vous cherchez de trouver le cancer, il y a tellement de maladies qui sont autant nocives et autant dramatiques pour les familles, pour les patients, les maladies neurodégénératives avec l'Alzheimer, le Parkinson. Vous avez d'autres maladies orphelines, les maladies rares, c'est des maladies qui sont très intéressantes et où la recherche de biomarqueurs spécifiques pour la population marocaine, il est crucial, il est temps pour le faire. Tout en, donc l'R&D ne peut pas se faire si on n'a pas la collaboration internationale, et l'ouverture à la collaboration, c'est une clé pour la réussite donc, de ce système. Donc tout ceci, c'est en utilisant bien entendu la formation, et c'est une clé, des nouvelles technologies. Tous ils ont dit que la médecine personnalisée va commencer à shifter vers cette terminologie quand il y a eu l'explosion aussi et l'innovation de la génomique, de tous ces NGS que l'on a, de génération des big data. Et donc ça, il faut être dans le coup. Et la formation, il faut se structurer pour faire une bonne formation. Donc déjà, avec au niveau des universités, les formations adéquates, dans ce sens, la génomique, la bioinformatique, pour suivre ce train-là, mais aussi les professionnels de santé qui sont, eux, ils sont dans le terrain et qui les accompagnent avec des formations à la carte et des formations de pointe pour pouvoir comprendre. La formation, elle a plusieurs niveaux. On a un niveau de compréhension déjà de ce principe, de cette médecine personnalisée, de précision, de prédiction, de connaître ce génome, parce qu'il n'y a pas que le séquençage du génome, il y a tout ce qui va avec. Si on ne comprend pas cette cellule avec tous les micro-éléments, tous les micro-ARN, maintenant on vient de l'article qui vient de tomber là sur l'ADN mitochondrial et son rôle dans la médecine personnalisée. Et ça c'est très important, il faut comprendre ça, il faut être conscient que la recherche de biomarqueurs, d'étiquetage se fait au niveau de toute la cellule. Il faut comprendre tous les mécanismes de fonctionnels et translationnels. Tous ces principes, c'est la formation de base, de fond qu'il faut donner à ces futurs cliniciens, futurs professionnels de santé, futurs décideurs aussi. Donc c'est leur accompagnement en amont. La formation aussi en tout ce qui est éthique. Ça c'est crucial, parce que aussi la communication avec le patient et comment la gestion de ces données, c'est très important. Je crois que là aussi il y a un rôle dans la R&D, dans la formation, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est pas forcément elle n'est pas faite forcément par les scientifiques, par les chercheurs. C'est le rôle aussi des ONG qu'il faut peut-être impliquer pour sensibiliser la population, pour qu'elle soit prête pour instaurer cette médecine personnalisée et l'adopter dans une société qui, là, je trouve qu'elle est assez proche on est assez proche des Asiatiques, dans le sens où on a un historique dans la médecine traditionnelle. On a une population quand même, alors les Asiatiques, ils ont développé, pour instaurer la médecine personnalisée, ils ont développé ils ont instauré le système, notamment les Chinois, ce qu'ils appellent la médecine ayurvédique. Donc, et là, ils font une synergie entre la médecine traditionnelle, ayurvédique notamment, et la médecine personnalisée. Et donc, pour ne pas heurter la population qui a un bagage, qui a un background, qui a une culture qu'on ne peut pas heurter. Je crois que la population marocaine, elle est similaire, parce qu'on a la période du Covid, vous avez tous entendu parler des potions magiques que tout le monde se prend. On a tous des recettes de grand-mère qu'on utilise. Et l'automédication qui s'ajoute à tout cela. Donc une population qui est quand même basée il y a une culture pour switcher et pour instaurer une médecine personnalisée. Il ne faut pas la heurter, il ne faut pas dire en fait on remplace par une médecine carrée, personnalisée, mais je crois qu'il doit y avoir une sensibilisation, un accompagnement
et le modèle chinois, donc cette synergie, donc comprendre les deux, et c'est très intéressant. Il y a donc tout ce qui est en fait le développement de toutes ces technologies, le séquençage qui reste quand même assez cher au Maroc malgré tous les séquençages qu'on a. On a parlé l'autre jour, c'est cinquantaines qui ne sont pas tous fonctionnels, et ça reste aussi très cher. Donc des fois on peut avoir une machine au labo et on l'envoie en séquence ailleurs parce que bon, donc avec toutes les limites là sur quoi il faut travailler aussi. Il y a une génération de big data, de données massives, et là le rôle du développement d'infrastructures de TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, ça c'est très important. Je crois que le centre Métis se prête pour ça, pour accueillir une infrastructure qui est dédiée pour la collecte, pour le stockage et pour l'analyse des données, et qui se soit ouvert en fait à la collaboration, soit ouvert au public pour le partage et l'accueil des informations. Les collègues avant dans le panel qui était avant, ils avaient parlé de ces données, effectivement, de les personnaliser, mais je crois qu'on ne va pas se baser sur les infrastructures asiatiques ou américaines. Je crois qu'il est temps, et je crois que le centre, l'une des recommandations de cette alliance, c'est justement d'héberger une infrastructure. Je crois qu'il y a les compétences qui sont là, et tout est. Alors pour revenir à cette médecine translationnelle, en fait c'est pour faire simple, qui raccourcit, si vous voulez, ce temps entre les découvertes scientifiques qui sont élaborées des laboratoires de recherche et leur utilisation par le clinicien. Pour raccourcir ce temps, c'est là où on a le rôle de ces gens qui sont formés, les professionnels de santé, ou qu'ils soient accompagnés par des experts, par des techniciens, par des génomiciens, des bioinformaticiens, et qui sont là, et qui, dans le rôle, en fait, c'est de proposer des nouvelles technologies, des nouveaux outils, qui vont économiser des années de recherche qui se faisaient au laboratoire, et que maintenant, on peut faire in silico, bien sûr, avec des validations par la suite. Le programme qui est proposé lors de cette semaine proposé par le Centre 26, il n'est pas fait au hasard. Il y a les différents ateliers qui sont proposés, qui sont pile poil dans l'accompagnement et l'instauration d'une médecine translationnelle. Quand vous voyez un des ateliers, je ne vais pas peut-être citer tout, mais un des ateliers qui traite l'impact des mutations sur la pathogénicité, ça c'est magnifique, qui est donné par Madame Moussouari, le mercredi matin je crois. Et donc là, c'est magnifique en fait. Et ça, vous pouvez vous gagner des années, et c'est la prédiction, c'est la médecine de prédiction, c'est la prédiction. C'est pile poil dans ça. Vous avez le drug design, et donc il y a des ateliers sur ça. Il y a la modélisation, et ça c'est des outils, et c'est la formation, c'est former ces jeunes pour pouvoir être là, pour accompagner le clinicien, pour trouver et analyser toutes ces données, collecter ces données, et de ça qu'on va aller de l'avant pour proposer. Et ça, c'est le clinicien qui va s'occuper donc de toute cette du bon choix pour les patients. Alors donc pour ça, alors il y a donc la R&D, la formation, la sensibilisation côté éthique. Et il y a, à la fin, donc il y a mes collègues, ils ont soulevé ce point-là, c'est l'implication des politiciens, du gouvernement. Ça, c'est quelque chose de très important pour promouvoir l'accès équitable aux avantages de la médecine personnalisée. Et ça, pour que ce ne soit pas une médecine de luxe, justement, et que ce soit donc généralisé pour le commun des citoyens. Et je vous remercie pour...